Je voudrais maintenant appeler nos intervenants à me rejoindre sur scène. Cheryl Sandberg, Tom Glosser, Andrew Mason. Où est-il, Andrew? Monsieur Stéphane Richard. Je crois que certains se sont perdus en route. Où donc est Stéphane? Andrew. Monsieur Mason. Jimmy Wales, il nous manque Jimmy Wales. Il était à mes côtés il y a un instant à peine. Stéphane nous a rejoints. Voilà Jimmy qui ne peut pas courir malheureusement. C'est ce qu'il m'a fait savoir tout à l'heure. Alors, tout d'abord, une fois de plus, je voudrais vous présenter toutes nos excuses pour le retard que nous avons pris. Je dois dire que nous avons eu le privilège d'être invités à déjeuner par Monsieur le Président de la République. Il est évident qu'il est difficile de dire à Monsieur le Président de la République que nous devons mettre fin à notre conversation parce que nous sommes des gens très occupés. Nous avons dû donc rester avec Monsieur le Président jusqu'à la fin du déjeuner. Nous avons eu une conversation tout à fait remarquable. Et nous allons maintenant donner le coup d'envoi de cette nouvelle table ronde portant sur l'Internet et la société. Alors, nous allons essayer de voir quels sont les effets de l'Internet sur nos sociétés. Et nous sommes accompagnés pour cela d'un ensemble de personnes remarquables, très expérimentées et qui seront le mieux à même de répondre aux questions clés qui nous préoccupent. Alors, sans plus attendre, je crois que nous allons commencer immédiatement. Je ne vais pas vous présenter les intervenants. Je crois que nous aurons tout le temps de le faire au fur et à mesure de nos débats. Et nous allons commencer donc par M. Schwab, le professeur Schwab, qui a fondé le Forum économique mondial en 1971. L'idée à l'époque était de rassembler l'ensemble des acteurs de la société en un forum unique. Et depuis 1971, bien sûr, Davos est devenu l'un des principaux événements mondiaux. Ce forum a pu voir des événements importants en matière d'évolution du monde numérique. Alors Klaus, en tant que fondateur du Forum économique mondial, il y a 3 ans, tu as décidé d'entamer une réflexion sur la gouvernance mondiale. Et je vais citer ici un manifestant au Caire qui disait: nous avons utilisé Facebook pour planifier nos manifestations, pour coordonner notre action, et YouTube pour informer le reste du monde. La révolution de Jasmin en cours bouleverse le monde arabe et pourrait balayer le monde entier. Comment cela peut-il se conjuguer avec nos structures politiques fondamentales héritées du XXe, si ce n'est du XIXe siècle? Klaus, eh bien, avant de répondre à cette question, je voudrais faire un bref commentaire. En tant que collègue, en quelque sorte, je dois dire toute l'admiration que j'ai pour la capacité que vous avez eue d'organiser ce sommet en 2 mois et demi. Je sais ce que cela représente comme effort et je vous en félicite. Bravo. Maintenant, si nous nous tournons vers la question suivante, de savoir en gros quel est l'effet de l'Internet sur nos sociétés et bien sûr sur la gouvernance mondiale, eh bien, je soulignerai 2 évolutions
particulièrement importantes. Tout d'abord, comme bien, Monsieur le Président ce matin fait référence à la révolution industrielle. Eh bien, je crois que lorsque l'on parle d'apprivoiser toutes ces nouvelles évolutions, eh bien, on peut dire que les gens s'approprient une telle révolution lorsqu'ils développent leurs propres outils pour faire des choses. Bien sûr que l'Internet, aujourd'hui, est devenu en soi un outil qui nous permet, par exemple, d'augmenter la productivité. Mais par ailleurs, l'Internet est aussi bien plus qu'un outil. L'Internet est devenu une composante de notre ADN. En quelque sorte, nous sous-traitons à l'Internet aujourd'hui des composantes de notre identité, de nos gouvernements, de notre entreprise, de nos entreprises, de nos personnalités. Et cela offre des opportunités remarquables, puisque cela nous offre d'une part la possibilité de partager notre ADN avec la communauté mondiale. Et cela, bien sûr, ne peut qu'avoir un effet sur la gouvernance mondiale, mais par ailleurs, cela donne aussi lieu à un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées ce matin ou pendant la pause déjeuner. Par exemple, le fait de savoir à quel degré nous sommes encore maîtres de nous-mêmes. Bien, un deuxième point que je voudrais souligner est le suivant. Lorsque nous voyons les sociétés actuelles, nous pouvons voir un glissement de pouvoir, de l'équilibre des pouvoirs, des classes moyennes vers les classes plus âgées ou vers les classes les plus jeunes. Et les jeunes ont tendance à moins voter aujourd'hui dans les élections politiques, mais ils ont d'autres moyens d'expression. Et voilà un dilemme face auquel nous sommes aujourd'hui entre les anciennes et les nouvelles générations. Je crois que ce dilemme aura un rôle particulièrement important à jouer pour définir la bonne gouvernance au niveau national comme au niveau mondial. Enfin, je veux dire que je crois que la gouvernance mondiale de demain doit s'appuyer sur un concept multilatéral, multi-acteurs. Les gouvernements seuls ne peuvent pas résoudre les problèmes, les entreprises seules ne peuvent pas résoudre les problèmes, pas plus que ne le peut la société civile. Nous devons tous travailler ensemble. Je crois qu'une réunion comme celle d'aujourd'hui est une occasion parfaite de s'y atteler. Merci Klaus. Nous sommes passés à Sheryl Sandberg, l'une des chefs d'entreprise les plus impressionnantes de la Silicon Valley. Et Sheryl, c'est un immense plaisir et un honneur d'avoir parmi nous. Sheryl, donc, est à la tête de Facebook après avoir passé quelques années chez Google. Et je dois dire que Facebook est de très peu, le plus grand réseau social sur la toile. Il est clair que c'est le plus influent. Mais Sheryl, pouvez-vous nous dire, à votre sens, quel est l'impact des réseaux sociaux sur la vie quotidienne des gens et comment ces réseaux affectent et impactent la société? Bien, vous savez, nous pensons aux évolutions du réseau. Je crois que le réseau évolue de l'information vers le réseautage. Et je crois qu'en ce sens, il faut beaucoup réfléchir à ce qu'est exactement une identité authentique. On peut surfer de manière anonyme sur le web. Mais lorsque l'on se connecte à un réseau social, le point de départ, c'est bien son identité. Je suis Sheryl Sandberg, vous êtes vous-même. Et c'est la première fois que la technologie nous met dans cette position. Par ailleurs, nous sommes en train de passer du retrait d'informations à partir de la toile à la découverte sociale. Donc, le retrait d'informations, on sait comment ça se passe. Je vais sur la toile, je vais sur un moteur de recherche et je trouve ce que je cherche. Mais un réseau social, c'est quelque chose d'entièrement différent. Si je vais sur un réseau social, je ne cherche rien en particulier. Simplement, mes amis peuvent me parler de ce qu'ils souhaitent. Et lorsque l'on garde à l'esprit la capacité de créer des communautés, d'influencer des communautés, qu'un individu puisse en influencer un autre, qui en influencera un autre encore, pouvoir demander que Cadbury remette sur les rayons un tel produit ou mettre en place des mouvements démocratiques. Tout cela nous est permis par ces réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux s'appuient sur l'identité authentique des individus et leur permet de se découvrir les uns les autres et de s'influencer directement. Et
nous pensons que ces outils peuvent rassembler les gens et les rendre plus proches les uns des autres. Vous savez que l'élection de Barack Obama en 2008 aux États-Unis, si on la compare aux élections précédentes, a vu une forte augmentation du vote des jeunes, ou un recul de l'abstention des jeunes, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et donc, pour nous, les réseaux sociaux sont une question d'inclusion sociale. Ils nous permettent d'entendre la voix des jeunes gens et de leur permettre d'influencer le monde qui les entoure. Est-ce que vous avez pu porter votre regard au-delà de l'élection de Barack Obama? Nous savons ce qui s'est produit récemment en Tunisie et au Caire. Et est-ce que vous avez pu constater dans la vie sociale normale ou de mesurer quel a pu être l'effet de ce nouvel outil pour toutes ces jeunesses d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient? Eh bien, je crois que nous avons un effet de plus en plus vaste de par le monde. Parfois, certains nous comparent à un pays. Nous ne sommes pas un pays. Mais certains disent que si nous étions un pays, nous serions le troisième pays le plus grand du monde. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut penser à Facebook. Facebook est une mosaïque de communautés juxtaposées, superposées. Permettez-moi d'utiliser une métaphore. Ou une image. Lorsque quelqu'un dit sur Facebook, exprime le fait qu'il aime bien marcher sur des feuilles mortes à l'automne, vous pouvez dire que ce n'est pas important, mais c'est important pour cette personne-là, pour cet individu. Nous avons simplement mis en place une plateforme technique et nous constatons que les gens utilisent cette plateforme pour toutes sortes de choses, les plus triviales et les plus profondes et les plus importantes. Et je crois que cela témoigne bien de la puissance de notre outil. Et une fois de plus, j'insiste, toute cette puissance s'appuie sur notre identité authentique et sur qui nous sommes en tant qu'individus. Bon, alors Cheryl, peut-être avons-nous la mauvaise notion, une mauvaise idée de Facebook, mais peut-être également que je me trompe sur Wikipédia. Alors passons maintenant à Jimmy Wales. Alors Wikipédia, bien sûr, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Une encyclopédie traditionnelle est rédigée par des spécialistes, par des individus hyper spécialisés, extrêmement doctes et érudits, qui sont sélectionnés de manière extrêmement prudente et rigoureuse. Et j'imagine que j'imagine qu'au cours du processus de création de Wikipédia, vous avez rencontré quelques problèmes. Mais tout d'abord, je voudrais savoir comment vous voyez l'effet de Wikipédia, la manière dont Wikipédia a modifié la façon dont les gens apprennent ou cherchent de l'information. Et ensuite, j'aimerais connaître votre point de vue concernant, les gens qui disent les gens qui parlent de droit à l'oubli, notamment sur Wikipédia, les choses qui sont référencées sur Wikipédia. Bien, tout d'abord, en ce qui concerne la manière dont Wikipédia a modifié la manière dont les gens approchent la connaissance, je crois que c'est très simple. Aujourd'hui, les gens cherchent des informations d'une manière radicalement différente à ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. Si vous êtes en voiture, si vous conduisez vers chez vous et que vous entendez à la radio parler d'avènements horribles en Azerbaïdjan, vous allez vous dire, oui, l'Azerbaïdjan, je vois vaguement où c'est, mais pas très très bien non plus. Une fois parvenu chez vous, vous allez regarder, vous allez jeter un coup d'œil à l'Azerbaïdjan sur Wikipédia. Voilà le genre de choses que les gens peuvent faire. Mais je crois que bien plus intéressant que cela est l'effet que Wikipédia a aujourd'hui sur les langues du monde en voie de développement. Wikipédia existe aujourd'hui en plus de 200 langues, parfois des très petites langues, mais également il y a un Wikipédia en Swahili. Et c'est la première fois qu'une encyclopédie en Swahili existe. Personne n'avait pris la peine auparavant de rédiger une encyclopédie en Swahili. Et je crois que nous avons environ 18 000 entrées en Swahili aujourd'hui. Et cette encyclopédie ne fait que croître. Et la communauté est très enthousiaste et très enthousiasmée à l'idée de rendre des informations accessibles dans toutes ces langues différentes. Cela n'avait jamais été possible auparavant et cela aura un impact considérable dans le monde au fur et à mesure que des gens de par le monde qui vivaient un peu dans l'obscurité ou dans l'ignorance de l'histoire et des événements mondiaux pourront désormais avoir toutes ces informations
au bout de leurs doigts. Alors, la deuxième question que vous avez évoquée concernait bien, les informations contenues dans Wikipédia dont certaines personnes voudraient qu'elles soient oubliées. Le droit à l'oubli. Eh bien, vous savez, les éléphants ont une très longue mémoire, ils n'oublient jamais rien et Wikipédia est un très gros éléphant. Voilà ma réponse. Bien. Alors nous allons y revenir au cours de la discussion générale, mais je voudrais maintenant me tourner vers Andrew Mason. Andrew, pour ceux qui ne le savent pas, Andrew est un grand féru de musique et voilà peut-être la raison pour laquelle il a créé Groupon. Je ne suis pas sûr que Groupon soit directement lié à la musique, mais le fait est que Andrew est connu pour avoir refusé un chèque de 6 milliards de dollars US. Alors, je peux le comprendre parce que ce n'était que des dollars. Peut-être que si le chèque avait été libellé en euros, il aurait eu une réaction différente. Mais j'ai également deux questions pour vous, Andrew. Tout d'abord, je voudrais savoir comment Groupon aide aujourd'hui au développement du commerce en ligne et à la construction d'une véritable fidélisation de la clientèle, une fidélité à la marque. Par ailleurs, je voudrais savoir comment vous voyez l'évolution future du commerce en ligne grâce à vos outils que vous mettez à disposition. Eh bien, le commerce en ligne, bien sûr, nous semble à tous très important, mais et pourtant, « 80% des dépenses que font les individus, ils les font dans un rayon de 2 km autour de chez eux. Donc, si je peux dire un mot de ce que nous faisons et de l'effet que nous avons sur le commerce local, en permettant aux commerces locaux d'accéder au commerce en ligne, eh bien, permettez-moi de dire ça comme ça. Si vous pensez à ce que Facebook ou Twitter ont pu faire pour que la voix des petits se fasse entendre, eh bien, nous faisons quelque chose d'analogue, à vrai dire, pour les entreprises locales indépendantes. Toute petite entreprise qui voulait faire du marketing et se faire connaître auparavant, eh bien, n'avait pas vraiment beaucoup d'options devant elle, pouvait s'annoncer dans les pages jaunes, peut-être une annonce à la radio ou à la télévision, mais rien qui ne soit vraiment accessible ou mesurable. Alors, grâce à notre système, le client ne paye que lorsque un nouveau client passe sa porte à lui. Et c'est donc ainsi que nous avons pour la première fois rendu ce type d'outil disponible pour les petites et moyennes entreprises. Cela leur permet de jouer sur un pied d'égalité avec les marques nationales qui savent capter l'attention du consommateur. Alors, nous faisons le travail de criblage des entreprises qui viennent à nous pour nous assurer que le client final aura une expérience satisfaisante. Et donc, nous portons un certain risque sur nos épaules. Donc, en ce qui concerne les évolutions futures, eh bien, nous passons actuellement d'un modèle qui ne s'appuie plus uniquement sur les offres quotidiennes et un peu aléatoire, qui encourage les gens à faire quelque chose d'inhabituel, voilà, d'essayer quelque chose de nouveau. Nous expérimentons aujourd'hui une nouvelle plateforme qui s'appelle Groupon Now, qui permet aux consommateurs de trouver de nouvelles offres en temps réel, où qu'ils se trouvent, auprès de vendeurs qui sont à quelques heures de route à peine d'eux-mêmes. Cela permet donc aux clients de voir des offres promotionnelles qui l'intéressent, où qu'ils soient, en temps réel, à n'importe quelle heure du jour ou la nuit. Donc nous sommes actuellement en train d'essayer de faire cette chose si difficile que Facebook ou Twitter ont déjà fait, c'est-à-dire capter et intercepter les désirs impulsifs des gens. Aujourd'hui, si quelqu'un se demande subitement, je me demande, tiens, quand est-ce que Albert Einstein est né ? Eh bien, ils ont déjà le réflexe de se tourner vers Wikipédia. C'est très difficile d'obtenir cela et c'est assez cool, je dois dire. Eh bien,
De même, lorsque l'on se demande, tiens, je me demande ce que ce vieux camarade de classe fait aujourd'hui, on a le réflexe d'aller sur Facebook. Eh bien, de même, nous voudrions que lorsque quelqu'un se dise, tiens, je m'ennuie, ou tiens, j'ai faim, eh bien, nous voulons qu'il se tourne vers Groupon avec le même mouvement de réflexe. Et nous pensons que par ce biais, nous pouvons changer la manière dont les gens consomment dans leur ville, de même que Amazon a changé les modes de consommation en son temps. Eh bien, merci. Passons maintenant à Stéphane Richard, une personnalité absolument remarquable et unique, qui, après avoir fait les meilleures écoles en France, est devenu un conseiller du ministre de l'Industrie en charge des technologies de l'information, et suite à quoi il est devenu un entrepreneur, il a eu toute une série d'emplois fascinants. Ensuite, il est devenu chef de cabinet de Madame la ministre des Finances, Christine Lagarde, et il est aujourd'hui PDG de France Télécom Orange. France Télécom Orange qui est en train de transformer radicalement et de manière fantastique. Alors, une des questions, Richard, que nous aurons à traiter à l'avenir, concernant bien sûr l'effet d'Internet sur nos sociétés, est celui de l'accès à l'Internet. Et l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, un des problèmes clés auxquels nous sommes confrontés, est que nous voyons une progression géométrique des volumes sur Internet, notamment du fait de la vidéo. Alors tout d'abord, je voudrais savoir comment vous vous occupez de cela, comment vous traitez ce problème, qui paye pour l'infrastructure. Et si le problème se présente de manière identique pour des individus ou pour des entreprises? Eh bien, tout d'abord, je crois que vous avez parfaitement raison lorsque vous dites que le problème des réseaux à l'ère de l'Internet est un problème absolument critique. Et on ne devrait jamais oublier que sans les réseaux, il n'y a pas de Google. Sans les réseaux, il n'y a pas de Facebook, pas de Groupon, pas de Wikipédia. Sans les réseaux, il n'y a rien de tout cela. Alors, vous allez mettre en place un péage? Encore un péage? Ah, on le voit venir de loin. On le voit venir de loin avec ses gros sabots. Non, je fais simplement référence à une réalité factuelle et physique. C'est un bref rappel, tout simplement. Mais disons que lorsque l'on réfléchit à l'avenir, aux futures évolutions d'Internet et de ses utilisations dans le monde, eh bien, vous avez fait allusion tout à l'heure aux chiffres qui montrent l'explosion du trafic de données sur les réseaux, une augmentation qui est effectivement tout à fait spectaculaire. Alors, je ne vais vous donner qu'un seul chiffre, le chiffre du réseau mobile parisien, le réseau de téléphone mobile parisien. Chaque semaine sur notre réseau, le volume total de données transférées augmente par 5%. 5% par semaine. Ce qui signifie que le trafic total, le volume total, est multiplié par 12,6 tous les ans. Multiplié par 12,6. Voilà un simple exemple qui illustre bien le problème des réseaux et le fait que les gens qui sont en charge des réseaux doivent absolument investir lourdement dans ces réseaux, dans les équipements, dans la bande passante, pour que tout cela soit possible. Et pour que cette révolution de l'Internet, cette révolution numérique et tous les rêves qui les accompagnent deviennent réalité pour les utilisateurs. Nous sommes confrontés aujourd'hui, bien entendu, à toute une série de problématiques, tout un éventail, mais je voudrais en mentionner quelques-unes simplement. Tout d'abord, bien, je crois que l'une des grandes peurs, l'une des grandes préoccupations concernant l'Internet à l'avenir est celui de l'égalité d'accès. Le fait que la part la plus importante possible de la population mondiale est un accès à l'Internet. Ce n'est certainement pas le cas aujourd'hui. Il y a des pays où l'accès à Internet est impossible ou possible uniquement avec une qualité de service déplorable, et même dans des pays développés tels que la France,
Eh bien, il existe encore des endroits, des zones rurales, enclavées, des communautés où l'accès à Internet pose problème. Alors, je crois que la première chose à faire est de voir quelles sont les conditions dans lesquelles nous pouvons développer des réseaux partout dans le monde afin de faciliter l'accès au réseau, à haut débit, à tout un chacun et partout dans le monde. Mais cela, bien sûr, soulève la question du modèle économique, des modèles économiques au sein de l'Internet. Car, en fait, bien sûr que l'Internet est un monde absolument merveilleux qui donne un accès universel au savoir, à l'éducation, à la culture, à toute une série de services nouveaux. Mais dans ce même monde, nous voyons des acteurs qui sont des grandes entreprises avec des actionnaires, des investisseurs. Et donc, l'Internet, eh bien, c'est aussi une question d'argent. Ce n'est pas simplement une question de grands principes, de liberté, d'égalité. C'est aussi des affaires, c'est du business. Il s'agit de générer de la croissance, de créer des emplois. Et en termes de modèles économiques, je crois que nous avons à trouver le bon équilibre entre les besoins en investissement et les recettes. Et effectivement, aujourd'hui, dans l'Internet tel qu'il existe aujourd'hui, nous constatons un fossé qui se creuse entre la pression pour investir, pression qui repose essentiellement sur les épaules des opérateurs de télécom, puisqu'ils doivent, eux, investir dans les réseaux afin que l'Internet reste possible, et par ailleurs, une pression en termes de recettes générées, de revenus générés. Et voilà eh bien, l'équation que nous avons à résoudre. Donc une bonne partie de notre travail reste dans le périmètre de nos propres compagnies, bien sûr, de nos propres entreprises. Nous devons développer de nouvelles approches auprès de nos clients pour assurer une grande qualité de service, peut-être affiner nos grilles tarifaires en fonction des services et en fonction des consommateurs, des profils de consommateurs. Mais clairement, nous devons tous avoir à l'esprit la terreur d'un effondrement du réseau. Alors, nous allons faire ce qu'il faut et investir pour éviter cela, mais nous devons également trouver les approches coopératives qui s'imposent, notamment entre acteurs principaux, les grands acteurs avec qui nous souhaitons entretenir un dialogue permanent et constructif afin de dégager les modèles économiques de l'avenir qui nous permettront d'investir. Et j'imagine que nos amis au cours de la session dédiée à l'innovation auront beaucoup à dire sur les possibilités d'amélioration de la fluidité du système et des capacités des systèmes par l'innovation. Passons maintenant à Tom. Tom, vous venez d'entendre ce que Stéphane avait à dire. L'Internet, c'est aussi de l'argent. Alors, en tant que représentant de l'agence d'information la plus importante qui a été radicalement transformée sous votre houlette, vous avez sans doute quelque chose à ajouter, mais j'ai d'abord deux questions importantes pour vous. Tout d'abord, bien, je mentionnerai le fait que Reuters elle-même, a épousé le virage numérique, je crois, au milieu des années 90. Et je voudrais vraiment savoir, d'après vous, comment cela a affecté, quel effet cela a eu sur votre entreprise et sur la vie de vos employés. Deuxièmement, j'aimerais connaître votre propre point de vue en ce qui concerne un certain type d'information. Les informations qui sont diffusées auprès du grand public, j'ai bien sûr en tête Wikileaks, nous avons vu ce qui s'est passé avec Wikileaks, mais par ailleurs, aujourd'hui, certains expriment l'inquiétude de ce que... Non, certains ont peur, par exemple, que ceux qui ont tué l'identité de ceux qui ont tué Ben Laden soit connue de tous. Cela m'amène bien sûr à une question importante dans l'Internet aujourd'hui, qui est celle de la transparence. Bien,
Merci. Merci Maurice. Merci Maurice de me poser les deux questions les plus difficiles. Bien, je vais commencer par la deuxième question. Une question d'équilibre, de trouver le bon équilibre entre la tendance naturelle d'un éditeur vers la transparence. Tout éditeur veut publier toute donnée dont il dispose. Mais à cela s'oppose, dans certains cas, et nous y avons tous été confrontés à un moment ou à un autre, eh bien, le caractère si sensible et important de certaines informations que cela doit prendre le pas sur l'envie que l'on a de la publier. Je crois comme le disait Monsieur le Président Sarkozy ce matin, nous comprenons tous qu'il n'y a pas d'absolu dans ce domaine. Nous ne voulons pas vivre dans un monde ni totalement chaotique, ni sous contrôle autocratique. Il reste à savoir où l'on trace les lignes, quels équilibres l'on trouve, et par ailleurs, sur qui nous nous appuyons pour dégager ces équilibres. Alors, dans un modèle traditionnel, on pouvait s'appuyer sur une petite poignée d'éditeurs. Les moyens de distribution représentaient de tels coûts que, eh bien, vous savez, à l'époque de la presse de Gutenberg, on pouvait effectivement mettre la pression sur un éditeur pour qu'il ne publie pas telle ou telle information. Mais aujourd'hui, les mécanismes d'édition et de publication sont devenus si pervasif qu'on ne sait plus qui appeler. Comment est-ce qu'on empêche que le nom d'un footballeur britannique soit tweeté et retweeté et publié sur Facebook? On ne peut pas simplement passer les coups de fil habituels. On ne peut plus faire ça. Donc, il faut bien comprendre que cela s'applique à toute technologie, mais en ce qui concerne l'Internet en particulier, toute technologie réduit la friction, réduit les coûts et a donc un potentiel de démocratisation considérable, mais les mêmes outils sont mis entre les mains de pédophiles, de terroristes, qui veulent partager des contenus répréhensibles. Alors je peux vous dire ce que nous faisons, nous procédons à de l'autocensure, nous autocensurons notre envie de publier, parfois en termes de modèles économiques maintenant, bien, il y a bien longtemps déjà, nous avons décidé que des professionnels qui sont pressés de se rendre du point A au point B ont besoin d'un mélange d'informations et de logiciels qui soient adaptés à leurs besoins. Et c'est là la mission que nous nous sommes donnée. Je crois que c'est la voie à adopter, c'est la voie à suivre pour la modernisation de l'information. Parce qu'un trader ou un avocat ou quelqu'un dans un laboratoire pharmaceutique, eh bien, ça, ce sont des individus relativement prévisibles. Ils ne cherchent pas du divertissement, ils cherchent des solutions, ils cherchent des solutions rapides. Et c'est ce que nous nous efforçons de leur proposer. Tom. Merci, Tom. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est ouvrir le débat au public. Pendant 15-20 minutes, j'aimerais qu'on organise des questions-réponses du public. Alors tout d'abord, je vous demande de lever la main si vous avez une question. Et puis, vous pouvez poser une question ou faire une remarque assez rapide. Et puis, s'il vous plaît, si votre question s'adresse à telle ou telle personne, donnez-nous leur nom. Alors, tout d'abord, vous allez commencer. Hello, Christian Sigler. Christian Sigler, c'est pour Andrew. Selon vous, quelle est la distinction entre Groupon aujourd'hui et les Facebook Deals? Et puis ensuite, si vous dites que 80% des achats s'effectuent dans un rayon de 2 km de sa maison, comment est-ce que vous allez travailler dans ce domaine et devenir hyper local? Andrew, c'est pour vous. En fait, on a un produit qui s'appelle Groupon maintenant, mais vous avez parlé de quoi? C'était pas le bon nom. Vous parlez de Groupon Now, le produit, ou de Groupon aujourd'hui? Ou est-ce que je dois répondre tout simplement à ma façon? Alors, différence entre les deux. Eh bien,
Facebook Deals, tout d'abord. Cheryl va pouvoir vous en parler de Facebook Deals et de ce qu'elle en pense. Nous, généralement, on ne fait pas de commentaires concernant les produits des concurrents. On dit tout simplement qu'on est très content pour les commerçants et les consommateurs de voir qu'il y a une concurrence. C'est grâce à la concurrence qu'on s'améliore, nous. Donc, Facebook est une entreprise très innovatrice et on espère que Facebook va trouver des idées nouvelles et intéressantes. Et si ils finissent par trouver des produits très cool qui réduisent à néant les efforts de groupement, ce serait une bonne chose pour la société. Donc, je serais content. Je crois que vous avez terminé. Non, je voulais répondre à la deuxième question, mais Cheryl d'abord. Cheryl, c'est une question difficile. Oui, pour répondre par rapport à Facebook Deals, la différence. Il y a beaucoup de produits sur les deals, mais pour nous, c'est un produit de publicité. Comme Andrew l'a dit, c'est une sorte de publicité qui est basée sur la performance. Notre produit qu'on vient de lancer est très innovatif et c'est tout à fait social. Il ne s'agit pas de deals pour des individus, mais pour des groupes. Et c'est en fait tout à fait sur les réseaux sociaux. C'est concurrentiel avec Groupon, mais avec d'autres aussi. Andrew, vous voulez compléter la réponse? Maintenant, la prochaine question. Troisième rang. George Norman de Wessel.uk. Une question pour Jimmy. Je vais vous parler de Wikileaks et de la transparence. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'effet maintenant de Wikileaks sur la perception de l'Internet aux yeux du grand public. Et est-ce qu'il y a un risque d'aller trop loin dans le domaine de la transparence et de l'ouverture? Eh bien, c'est une bonne question. Je pense que tout d'abord, je devrais vous dire, et je pense que vous le savez tous déjà, Wikipédia n'a absolument aucun lien avec Wikileaks, rien à voir avec Wikileaks. Je dois répéter ça 4 ou 5 fois par jour, répondre à ces questions tout le temps. Mais moi, je suis utilisateur d'Internet aussi, donc c'est normal de répondre à ces questions. Peut-être qu'il y a ce genre de perception aux yeux de certains que Wikileaks est allé un peu trop loin. C'est sûr qu'il y a quelques préoccupations de la part d'Amnesty International, de Journalistes sans frontières, Reporters sans frontières, pour savoir si on fait suffisamment attention aux informations divulguées. Tom en a parlé tout à l'heure. Quand il s'agit d'informations qui pourraient être embarrassantes pour le président français, tout le monde dirait que, bon, ça c'est une chose. Mais s'il s'agit d'informations qui pourraient vraiment compromettre les travailleurs de droits de l'homme dans certaines situations, qui pourraient mettre en péril leur vie, là c'est encore autre chose, selon moi. Je pense que Wikileaks comprend bien la différence. Dans certaines de leurs déclarations publiques, on n'a pas l'impression. Mais je pense qu'ils travaillent avec des éditeurs tout à fait responsables qui essayent de travailler au mieux. Donc, en fait, je dirais que aujourd'hui, si vous me demandez quelle est la perception de l'Internet de la part du grand public, je crois que c'est un peu un mélange. Les gens ne savent pas trop quoi en penser. Alors, il y a quelqu'un de courageux qui est en costume. Je voulais vous dire d'ailleurs qu'on a dû négocier. On avait le choix entre la pluie et le soleil. On a décidé de choisir le soleil, donc on aura chaud. J'aurais dû venir en T-shirt. Je m'appelle John Penny. J'avais une question pour vous. On a parlé beaucoup de la transformation d'Internet à travers la société, son pouvoir de transformation. Ça va avoir un impact sur l'enseignement et la façon qu'on acquiert les connaissances. Si vous étiez sociologue et vous deviez regarder dans 20 ans, les dernières 20 années, selon vous, quelles seraient les technologies les plus importantes dans le domaine de l'enseignement? Parce que je pense que l'enseignement est un domaine très important et il faut absolument qu'on tire les conséquences dans ce domaine et qu'on prenne des décisions politiques. Est-ce que c'est une question pour quelqu'un de précis? C'est général pour tout le monde. Klaus, qui est professeur. Et dans 20 ans, quand on regardera dans le rétroviseur, on verra qu'il y a eu un changement dans le domaine de l'information et de la formation. En fait, on n'aura plus seulement un laps de temps de formation dans sa vie, mais ce sera un apprentissage au cours de la vie. On va avoir les entreprises qui vont certifier tous les directeurs chaque année au fur et à mesure qu'ils acquièrent des connaissances, qu'ils apprennent de nouvelles choses. Bien entendu,
Internet est un outil formidable, mais moi, ma prévision sera la suivante. Je pense qu'on va avoir, en fait, beaucoup plus d'utilisation de vidéos multipoints au sein de l'Internet. Et on va avoir de plus en plus cette idée d'apprentissage tout au long de la vie. Ça va devenir une caractéristique de nos sociétés. Ce sera essentiel pour maintenir sa compétitivité. Je suis d'accord avec le professeur Schwab, mais en même temps, je pense qu'on va voir à un moment donné qu'il va falloir une distinction plus nette entre l'enseignement dont on a besoin pour nos besoins individuels et ce que les agents peuvent faire pour nous. Pendant des années, les écoles se sont demandé est-ce qu'il faut permettre les calculatrices dans les cours de maths. Mais au fur et à mesure qu'on est inondé de plus en plus d'informations et qu'on a besoin de machines de plus en plus, il va falloir qu'on prenne des décisions en tant que société. Où sera la frontière? Et je crois qu'il va falloir prendre cette décision dans quelques années. Il y avait une question par là. Jimmy, vous voulez dire quelque chose d'autre juste après la question? Merci, Maurice. Je viens de Ultra Live TV. Alors, si vous étiez au G8 dans 2 jours et vous deviez parler des questions qui vont changer le monde et le tiers-monde, quelles seraient des initiatives sociales que vous pourriez recommander, vous? Jimmy, vous vouliez compléter la réponse? Oui, quelque chose par rapport à la question précédente tout d'abord. Ensuite, Stéphane va prendre la parole. En fait, je voulais dire quelque chose par rapport à la question précédente. Dans 20 ans, quand on va regarder dans le rétroviseur et on va voir les changements, l'un des changements principaux, selon moi, qu'on remarquera, c'est que encore 1 milliard de personnes vont arriver en ligne. Le milliard suivant, dans 20 ans, peut-être 2 milliards de plus de personnes en ligne. Il ne s'agiront pas de personnes des États-Unis et de l'Europe, ce sera des personnes de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique. Donc, de plus en plus, il y aura une véritable participation mondiale de la part de personnes qui auparavant n'avaient pas accès à tout cela. Ils ont accès à Facebook, Wikipédia et à Twitter. Ce sont des outils auxquels ils auront accès et ça va vraiment transformer le monde. Et c'est difficile aujourd'hui de savoir dans quelle mesure ça va changer le monde. Alors, pour ce qui est des initiatives sociales et programmes sociaux pour le G8, eh bien, il faudrait que tout le monde en réfléchisse à comment mettre en ligne le monde entier. Comment est-ce que tout le monde peut être lié à Internet? On verra ça avec le G8. J'apporterai votre remarque concernant les pays africains. Ajay Charles de Enki. Monsieur Richard, il a fait référence à ce que les autres pourraient nous en parler de la neutralité du net. Les États vont devoir prendre des décisions de ce domaine et il y a un danger. Si on réduit à néant la neutralité du net, cela va réduire l'innovation au sein de l'Internet. Stéphane, c'est en fait une question pour vous. La question, le débat concernant la neutralité du net est très importante et je pense que c'est une question qui se pose à tout le monde, pas seulement les opérateurs des télécoms. Un exemple intéressant à cet égard, si aujourd'hui vous allez sur Google et vous faites une recherche sur net neutralité, eh bien les réponses seront très intéressantes. Les premières 8 réponses sur Google sont concernant des idées, des théories qui sont un peu inspirées par Google. Donc, c'est juste pour vous dire que la neutralité du net n'est pas uniquement une question par rapport au réseau et à la façon de gérer les réseaux de la part des opérateurs de télécom. Un autre exemple, la gestion des boutiques d'applications. Je pense à une grande entreprise en particulier qui gère des apps, qui est un grand contributeur à l'ère numérique. C'est le cas depuis des années pour cette entreprise. Mais c'est une entreprise qui gère de façon très stricte ses apps, sa boutique d'applications, disant oui à certaines applications et non à d'autres. Où se trouve la neutralité du net dans ce domaine-là? Donc oui, il faudrait un débat là-dessus, il faudrait un débat permanent sur la neutralité du net, mais il ne faut pas que ça
s'applique uniquement à la question des réseaux et de la gestion de réseaux. Et puis au-delà de ça, il y a une réalité d'ordre physique. Je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire la fréquence est quelque chose de rare et de limité. Et il faudrait que tout le monde le sache. Tout le monde doit savoir que c'est un actif rare, fréquence disponible, et il faut que tout le monde travaille ensemble afin de gérer au mieux, d'utiliser au mieux cet actif rare. Si on ne le fait pas, je peux vous le dire tout de suite, il va y avoir de plus en plus d'embouteillages sur l'Internet et peut-être un effondrement de l'Internet un jour. Donc, pour éviter ce genre de scénario qui, selon moi, serait désastreux pour tout le monde, il faut absolument qu'on travaille ensemble, les opérateurs de réseau et les autres, afin de faire en sorte qu'on puisse gérer au mieux, trouver les outils nécessaires pour utiliser au mieux nos réseaux. Donc, il ne s'agit pas de neutralité du net en tant que tel, mais il s'agit en fait d'une question simple. Christophe Coma, une question pour Cheryl. Vous avez parlé de l'Internet et de la société. Eh bien, la question de savoir, selon vous, combien d'heures par jour devrait un enfant passer sur Facebook? Vos enfants, vous, et ils ont le droit de passer combien de temps sur Facebook? Est-ce que ce serait mieux s'ils se réunissaient avec d'autres enfants dans le jardin, ou est-ce que vous pensez que la technologie va elle-même décider de combien de temps vos enfants devraient passer là-dessus? Mes enfants ont 3 ans et 6 ans, donc pour l'instant, ils ne passent pas le temps du tout sur Facebook, avant tout parce qu'ils ne savent pas lire. Mais sérieusement, l'âge minimum pour Facebook, c'est 13 ans. Et nous travaillons pour être sûr de se conformer à cette règle. C'est une question importante. Quel est l'usage approprié de cette technologie? Il ne s'agit pas uniquement par rapport aux enfants, mais pour tout le monde. La question de savoir si on est sur Facebook, est-ce qu'on va finir par ne plus parler aux autres? Ou est-ce que tout le monde va rester seul dans sa chambre à travailler sur Facebook? Est-ce qu'on est en train de détruire notre société? Nous ne le pensons pas. La question se pose. Donc, combien d'heures par jour pour un enfant sur Facebook? C'est une question que les parents doivent régler ensemble avec l'enfant. Nous, on est d'accord avec les communautés, l'idée que les parents sont en communauté entre eux et les enfants entre eux. Il faut une autre réglementation et il faut qu'ensemble, les parents et les enfants choisissent quelle est la quantité de temps appropriée pour chacun. Quelqu'un voulait absolument poser une question. Levez-vous. Vous avez un microphone. Je m'appelle Chris Mayer de Monitor Talent. Le professeur Schwab nous a parlé de l'Internet, nous disant que c'est une technologie qui augmente la démocratie et la responsabilisation. Auparavant, on a souvent vu que c'est ceux qui avaient le capital qui ont pu avoir de plus en plus de pouvoir. Les autres sociétés aujourd'hui, l'Inde, le Brésil et les autres, vont utiliser cette technologie qui augmente la démocratisation, vont l'utiliser au sein de sociétés avec des valeurs différentes. Alors, si cet après-midi, on parle de l'Internet et de la société, la question de savoir qu'est-ce qu'on va voir dans ces autres endroits, ces autres pays, au fur et à mesure que ces sociétés construisent une nouvelle société grâce à l'Internet. Quelles seront les différences dans leur pays par rapport à nous? Est-ce qu'on pourrait adopter, nous, dans l'Ouest, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, je pense que le pouvoir va se concentrer surtout autour de la jeune génération à l'avenir. Et là, j'ai une préoccupation même avant de voir ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. Moi, je disais qu'on va voir peut-être un deuxième 68. Pourquoi? Eh bien, selon moi, si on regarde les taux de chômage des jeunes, si on regarde les aspirations des jeunes, beaucoup de diplômés d'université arrivent sur le marché de l'emploi et ils veulent vraiment exprimer leur désarroi, leur déception. Ce que nous avons pu voir en Tunisie et en Égypte, selon moi, n'est pas uniquement une question de manque de démocratie. Et ça peut se produire ailleurs. Regardez ce qui se passe en Espagne actuellement. Vous avez un taux de chômage de plus de 40% en Espagne. Alors, si nous ne trouvons pas de solution à ce problème de chômage des jeunes,
À ce moment-là, nous allons voir ce genre de réaction de la part de la jeune génération. On va voir une réaction grâce à ce pouvoir. Alors même dans des pays démocratiques comme l'Espagne, ils ne sont pas à l'abri de réactions violentes. Donc, c'est une question de chômage. Il faut absolument trouver des emplois pour les jeunes. Une question par ici. Et puis, la personne derrière, vêtue de bleu. Merci. L'Université de la Sorbonne. Alors, du point de vue de la société civile, vous avez parlé d'un réseau incluant toutes les parties prenantes, mais je ne le vois pas pour l'instant. Je ne vois pas la société civile sur l'estrade aujourd'hui, présente dans la salle aujourd'hui, mais pas sur l'estrade. Il n'y a pas tellement de femmes non plus à l'estrade. Merci à Cheryl d'y être. Je ne vois pas tellement de jeunes non plus autour de moi, même si je sais qu'on parle beaucoup de jeunes en leur absence. Donc, comme tout le monde, moi, j'aime l'idée que les gouvernements commencent à en parler, commencent à parler du gouvernement et tiennent compte de la vie des entreprises, mais on aimerait voir qu'on tienne compte un peu plus de la société civile pendant ce dialogue, et au démarrage même du dialogue. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'idée, non pas de l'autorégulation, mais d'une régulation conjointe, à savoir qui implique vraiment les trois partenaires au démarrage de la conception. Et j'espère aussi avec l'idée des droits de l'homme à la base. Alors, je répondrai à une partie de la question et puis mes amis vont répondre aux autres aspects, Jimmy aussi. Tout d'abord, pour ce qui est de la qualité, si on regarde la qualité de la femme qui est assise ici, on a besoin de 5 hommes pour arriver à la même qualité de cette femme seule, pour être à son égal. Voilà. Ensuite, si vous lisez toutes les présentations, vous écoutez toutes les discussions, vous allez voir en fait des personnes de l'université, des universitaires, vous allez voir des personnes de la société civile et ainsi de suite. Jimmy voulait ajouter quelque chose. Je voulais dire simplement que vous avez raison. On a besoin d'une participation plus large dans ce processus. N'oubliez pas que Wikipédia est une œuvre de charité. On est à but non lucratif, donc on fait partie de la société civile, selon moi. Mais en même temps, c'est très important qu'on ait vraiment, qu'on implique toutes les parties présentes. J'étais très content, en fait, de voir là, dans le public, plusieurs blogueurs célèbres et d'autres personnes qui ne viennent pas uniquement du monde des affaires. Quand j'ai dit aux autres que je venais, on m'a dit c'est juste une occasion pour parler aux grandes entreprises et aux décideurs politiques. Qui d'autre va être là? Eh bien, je vois qu'il y a très bien d'autres personnes ici. Mais c'est également très important que cela reste présent à l'esprit. S'il y a un deuxième IG8, on va tenir compte de votre remarque. Alors, 2 questions encore. L'une par ici. Andrew Richet du Forum sur la démocratie personnelle. Tout d'abord, pour le public, une question pour vous. Combien d'entre vous avez lu les termes de service sur un terminal Internet que vous venez d'acheter? Est-ce que vous lisez donc les conditions d'utilisation sur les dispositifs? Alors, c'est une question pour Jimmy Andrews et d'autres. Il y a une idée intéressante. Si on avait un site sur Wikipédia qui s'appelle « Avant votre accord », où le public a la possibilité de réécrire les conditions de service dans un langage qui puisse bien comprendre. Jimmy, voilà un domaine d'activité nouveau pour vous. Je n'en suis pas sûr, c'est intéressant. Néanmoins, moi, je suis sur le conseil de Creative Commons qui crée des licences qui aident les gens à partager leurs œuvres dans des conditions optimales. Et l'un des problèmes qu'on essaie de résoudre à Creative Commons, c'est que la loi est tellement complexe et quelque chose qu'on fait à Creative Commons, c'est qu'on rédige toujours la version simple d'une licence pour expliquer très simplement ce que veut dire la licence. Et puis après, il y a les termes juridiques pour Cheryl et d'autres qui aiment les termes juridiques.
Je pense que tous les sites devraient le faire, pour ce qui est de toute leur politique sur les informations privées et ainsi de suite, donner non seulement les informations juridiques que personne ne lit, mais aussi qu'on donne les conditions générales que tout le monde puisse comprendre et lire. Nous, on l'a fait. On a relancé nos conditions de service de documents récemment, il y a 1 an et demi, pour le rendre plus simple, en langage simple, que tout le monde puisse comprendre, justement pour cette raison-là. Ensuite, ce qu'on a fait, on a donné aux utilisateurs de par le monde le droit de voter. Si nous, on changeait les termes, on ouvrait ça pour les commentaires, et puis les gens pouvaient voter sur les changements. Donc, on voulait que les gens d'abord comprennent les conditions d'utilisation du service et qu'ils puissent être impliqués dans les changements de ces conditions pour qu'ils puissent voter. La dernière question maintenant, pour des questions intéressantes. Je m'appelle Chris Tuttle. Une question pour Cheryl, je pense. J'ai un enfant de 14 ans qui utilise Facebook. Alors, on parle de rendre le pouvoir aux autres, et Facebook rend le pouvoir aux autres, c'est bien, mais c'est une question de société et de décision politique ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Facebook. On vous envoie un câlin et vous donnez votre accord pour publier vos documents bancaires sur Internet. Je sais, c'est une blague. Bon, mais je disais que c'est difficile de bien savoir combien de temps sur Facebook, Google et d'autres monopoles principaux, combien de temps est-ce qu'ils passent pour essayer de protéger justement les informations privées et les différentes questions soulevées par le président ce matin? Commerce équitable. Mais oui, beaucoup de points dans votre question. 2, 3 choses tout d'abord que vous évoquez. Tout d'abord, comment est-ce que les gens utilisent l'outil? Et c'est par rapport à l'autre question qu'on a entendue tout à l'heure. Combien de temps pour les enfants? C'est un outil comme les autres. Combien de temps est-ce qu'il faudrait passer sur n'importe quel outil? C'est à eux de décider ensemble avec les autres membres de leur famille. Alors, pour ce qui est de la vie privée, nous, on a des idées très claires là-dessus. Les gens nous donnent leurs informations d'ordre privé et on prend ça très au sérieux. C'est la chose la plus importante qu'on fait chez nous. Donc, on comprend très bien qu'il s'agit de vos informations. Vous pouvez les mettre sur Facebook. Vous pouvez décider de les choisir. Nous ne les décidons pas à votre place. Vous pouvez décider d'effacer ces informations aussi. Ça, c'est possible. Si vous utilisez différents services sur Facebook, on dit très clairement que vous donnez vos informations à tel ou tel autre service extérieur. Mais une question importante là, actuellement pour nous tous. Tous ces outils peuvent nous donner le pouvoir, peuvent nous relier aux autres, peuvent changer le monde de différentes façons, mais en même temps, il y a des exigences importantes. Il faut absolument qu'on comprenne de quoi il s'agit avec ces outils et il faut qu'on sache que la vie privée est très importante. C'est une valeur importante pour nous. On l'explique aux utilisateurs, on va continuer à le faire. Selon nous, le dialogue entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile est très important dans ce domaine. Alors, si possible, j'aimerais maintenant me tourner vers vous. J'ai 2 questions assez rapides pour chacun de vous. Parce que là, ça fait partie des questions qu'on va porter au G8. Donc, ce sont vos conclusions qu'on va évoquer au G8. Alors, une des questions, c'est par rapport à ce qu'a dit le Royaume-Uni la semaine dernière, qui va publier quelque chose, une loi obligeant l'État à répondre à telle ou telle question. Une deuxième chose, pendant la séance, la question de savoir quelle est l'idée qui devrait être formulée comme recommandation concernant l'Internet et la société. Pour Jimmy d'abord. Alors tout d'abord, la première question par rapport à quoi? Si les États devraient faire cela, comment vous réagissez? Est-ce que c'est bien pour vous, selon vous? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait faire ailleurs? L'idée que le gouvernement démocratique doit accepter des commentaires de leur public pour modifier leur politique, ça c'est une bonne chose. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité de recevoir les remarques du public, non seulement tous les quelques années lors d'une élection, mais il peut y avoir un véritable dialogue constant entre le gouvernement et les citoyens et entre les citoyens eux-mêmes.
Alors, je peux vous dire, quand on gère Wikipédia, il s'agit d'une très grande conversation, ça ne se fait pas automatiquement. C'est-à-dire que si l'État simplement poste une loi et puis un grand blog pour les commentaires sur la loi, vous allez voir des spams et d'autres commentaires infondés. Donc, pour l'instant, nous ne savons pas comment gérer cela exactement. Les gouvernements devraient faire des expériences pour essayer d'élaborer un dialogue avec leur public. Alors, pour vous reparler de notre concept concernant les parties prenantes. Mais je vous dirais la chose suivante. Il faut d'abord un dialogue et ensuite une codécision, une procédure de codécision, décision conjointe. Oui, tout d'abord, la technologie a permis le genre de coopération dont on parle aujourd'hui. Stéphane? Alors, pour moi, cela crée les conditions pour les investissements dans l'économie numérique et surtout les investissements dans le réseau. Andrew, je soutiens également. Rien à ajouter? Non. C'est bien. Tom? Moi, je prendrai les quelques minutes. Oui. Tout d'abord, aucun outil, aucun programme n'enlève la responsabilité personnelle, l'imputabilité. Mes enfants ont 11 et 13 ans. Il y a quelques années, j'ai écrit à Cheryl pour demander quelles étaient les conditions d'âge. Elle a dit 13 ans. Mes enfants ont dit oui, mais c'est pas difficile, on n'a qu'à mentir. Et moi, je dis non, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses chez nous. Donc, les outils vont vous permettre différentes choses, mais vous devez toujours accepter votre responsabilité personnelle dans le domaine. Deuxième chose, il faut faire attention quand on rédige des lois. Et c'est facile de faire voter une loi et puis de plus en plus de lois les unes sur les autres et on ne défait que rarement une loi qui a déjà été votée. Et parfois, ces lois provoquent une sorte de sclérose au sein du système. Je voudrais remercier tous les membres du panel qui ont été formidables. Ils ont été précis, ils ont été réactifs et je suis sûr que vous avez fait autant plaisir à l'exercice que j'en ai pris. Merci à tous et à toutes.